À Noël, ma sœur a levé son verre et a dit, le plus beau des cadeaux? Que tu ne sois pas là. Je me suis contenté de sourire. Mon père a ajouté, c'est ton argent qui a rendu cela possible, pas toi. J'ai débarrassé les assiettes, laissé la clé, et je suis parti. Je m'appelle Violette Leroy. J'ai 32 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai perfectionné une forme silencieuse de survie, celle avec un sourire poli, un chargeur de rechange dans mon sac à main, et une application bancaire qui semblait toujours s'ouvrir d'elle-même quand quelqu'un disait, juste pour cette fois. J'écris du code pour gagner ma vie, propre, efficace, invisible. Dans ma famille, c'est aussi comme ça qu'ils me préfèrent, propre, efficace, invisible. Noël se passait chez mes parents, comme toujours. La maison dont j'ai payé la remise à niveau des marches du perron après que papa a trébuché l'hiver dernier. La maison avec les nouveaux appareils électroménagers qui sont arrivés d'une manière ou d'une autre sur ma carte de crédit et ont été mystérieusement remboursés sous la forme d'un gratin en guise de remerciement. Ça sentait le romarin, le beurre et une histoire que je n'arrêtais pas d'essayer de pardonner. Maman, Marion, flottait dans son éternel tablier, déplaçant des choses qui étaient déjà parfaitement à leur place juste pour occuper ses mains. Papa, Roland, se prélassait comme un roitelet dans un fauteuil inclinable pour lequel il insistait avoir économisé, ce qui aurait été inspirant si je n'avais pas reconnu le plan de paiement échelonné sur mes relevés mensuels. Ma sœur cadette, Olivia, avait le genre de sourire qui annonce des bêtises avant même que la bouche ne s'ouvre. Théo, notre frère, faisait défiler son téléphone sous la table, riant de temps en temps à quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de partager. Je versais le vin, remplissais les verres, rendais les conversations portables. J'ai appris que la logistique est le seul langage que tout le monde comprend. Nous nous sommes glissés dans le repas, sa chorégraphie, passer les petits pains, découper la dinde, prétendre que le passé n'avait pas eu lieu. Quand Olivia s'est levée avec son verre, j'ai senti l'atmosphère s'alourdir. Elle s'est éclaircie la gorge comme une chanteuse sur le point de s'emparer de la scène. À la famille, a-t-elle dit, aussi brillante qu'une assiette qui tombe. Et au meilleur cadeau de l'année. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, chauds comme une lame sortant du lave-vaisselle. Que tu ne sois pas là. La table s'est figée. Un souffle retenu. Quelque part, une horloge faisait tic-tac comme si on lui avait donné un texte à réciter. Puis un cœur nerveux, une toux, un ricanement, une fourchette posée trop soigneusement sur la porcelaine. Je n'ai pas scié. C'est une astuce que j'ai apprise jeune, comment l'immobilité fait rebondir les insultes sur vous comme la grêle sur un pare-brise. Papa a fait tourner son vin. Elle n'a pas tort, a-t-il ajouté d'un ton conversationnel, comme s'il commentait la météo. Ce dîner, cette maison, rien de tout cela ne serait arrivé sans ton argent. Ses yeux ont jeté un coup d'œil vers les miens. Mais soyons honnêtes, ma grande. Ce n'était pas toi. C'était ton argent. Il y a des moments où votre corps vous dit la vérité avant que votre esprit ne soit assez courageux pour l'admettre. Ma main s'est resserrée sur le pied de mon verre jusqu'à ce que la base grince contre la table. Maman pressait des serviettes à des endroits où les serviettes n'avaient pas besoin d'aller. Théo a baissé les yeux. C'est un professionnel en la matière. Je me suis levé sans faire de vagues. Laissez-moi débarrasser ça, ai-je dit, et ma voix sonnait comme celle de quelqu'un qui s'était entraîné toute sa vie au calme. J'ai rassemblé les assiettes, les ai raclées dans la poubelle, ouvert le robinet, regardé la mousse éclore. Il y a une sainteté à faire la vaisselle dans une maison qui ne cesse de vous blesser. C'est la chose la plus proche de l'absolution que l'on puisse acheter un mardi. Quand la dernière assiette fut sèche dans sa cathédrale de métal, j'ai plié le torchon comme je le fais toujours, coin carré, tranche nette. J'ai posé le double des clés sur le comptoir à côté de la bûche que j'avais apportée. Il a fait un petit bruit sur le granit. Un son minuscule. Un écho énorme. J'ai enfilé mon manteau. Personne ne m'a arrêté. C'est ça, le truc quand on est pratique, les gens vous remarquent surtout quand vous cessez d'être utile. Dehors, l'air de décembre avait ce genre de froid qui nettoie les poumons. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le chauffage éteint, les mains sur le volant, sentant chaque inspiration comme une nouvelle leçon de mathématiques. Je n'étais pas en colère. La colère aurait signifié que je m'attendais à mieux. Ce que je ressentais, c'était une fracture nette qui se remettait en place, comme un os qui avait été mal positionné pendant des années et qui s'alignait enfin. On ne devient pas l'architecture silencieuse de la famille du jour au lendemain. Ça commence par une urgence, ça évolue vers une faveur, puis ça se spécialise en obligation. Mais je m'avance.
À l'intérieur, quelqu'un a ri trop fort à quelque chose qui n'était pas drôle. Mon téléphone a vibré. Étienne, mon petit ami. Un simple texto sur l'écran de verrouillage, comment ça va? Nous nous étions rencontrés dans un café, une rencontre si ordinaire qu'elle semblait miraculeuse. Deux personnes tendant la main vers le même lait d'avoine, et aucun de nous ne s'excusant comme si c'était notre faute de vouloir quelque chose de doux. Il connaît la forme de mes silences. Il sait aussi que ma famille traite la générosité comme une facture de service public, dû le premier, en retard le troisième, truffé de menaces le cinquième. J'ai tapé, c'est presque fini. J'appellerai plus tard. Puis j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai regardé ma buée embuer le pare-brise en l'enrideau théâtraux. Mes mains tremblaient, non pas de honte, mais de clarté. Le corps, lorsqu'on lui donne une vraie décision à prendre, tremble de la même manière que lorsqu'on entre enfin dans l'océan. Un frisson de reconnaissance, un petit « oui » terrifiant. C'est ici que vous pourriez vous attendre à ce que je retourne à l'intérieur en trombe, que je récite le grand livre de mes contributions, que je jette les reçus comme un jeu de cartes sacré, tous les miracles des 3 dernières années catalogués par date et débit. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai conduit. Les lampadaires balayaient le tableau de bord. Mon cerveau a commencé à raconter, comme il le fait toujours quand je suis acculé. Tu te souviens de la fois où tu as couvert la taxe foncière au printemps sans un mot? Tu te souviens quand maman a qualifié NJ d'arnaque, puis a demandé ta carte juste pour contester le prélèvement correctement? Tu te souviens du couvreur qui t'a serré la main et t'a remercié par ton nom pendant que papa se tenait là comme s'il avait personnellement transporté les tuiles sur une montagne? La mémoire est un tribunal où chaque témoin est vous-même. À un feu rouge, j'ai regardé mes mains. Elles ont toujours été des mains de travailleuse, pas délicates, meilleures pour réparer les choses que pour les présenter. J'ai pensé à l'enfance, les crises de colère d'Olivia comme des feux d'artifice que tout le monde faisait semblant de prendre pour des étoiles, les oublis de Théo à la sortie de l'école qui devenaient d'une manière ou d'une autre ma faute si je ne pouvais pas me téléporter, moi, la silencieuse, la fiable, celle qui a appris qu'une petite empreinte fait moins de bruit quand on lui marche dessus. Le feu est passé au vert. Pas moi. Je suis resté là un instant de trop, puis j'ai avancé doucement, un métronome dans la circulation. Quelque part entre la rue de mes parents et mon appartement à Lyon, j'ai réalisé que ce qui s'était passé à cette table n'était pas une rupture. C'était une révélation. Ils avaient dit la vérité. Pour eux, je n'étais pas une fille, une sœur, une personne. J'étais un mécanisme, un distributeur automatique de billets avec de bonnes compétences sociales. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais ce n'était pas Étienne cette fois. Une photo de groupe de la famille, les 5 souriant autour de la table, un égo-portrait pris par le bras tendu d'Olivia, avec la légende « Béni ». La bûche que j'avais achetée était parfaitement dans le cadre, comme un placement de produit. J'ai regardé la photo de la même manière que l'on regarde son reflet dans une vitre teintée et que l'on réalise que l'on ne fait que porter la lumière de tout le monde. À la maison, j'ai accroché mon manteau au même crochet que d'habitude, j'ai posé mes clés dans le bol, je me suis assise sur le bord du lit sans enlever mes bottes. Le silence était fort de la même manière qu'un théâtre fermé est fort, les sièges vides retenant des échos. Je pouvais encore entendre papa. Ce n'était pas toi. C'était ton argent. Comme si la générosité exigeait que le donateur disparaisse pour que le don compte. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert mon suivi de dépenses, hésité. Pas encore. Une partie de moi voulait dormir et se réveiller avec une version plus douce de cette nuit, une où le toast n'était qu'une blague de mauvais goût et où la phrase de papa avait mal atterri sur mon cœur fatigué. Mais j'ai passé des années à rééditer les images pour protéger le méchant. Ce soir, la version non censurée a été diffusée. J'ai mis l'ordinateur de côté et je me suis tenu à la fenêtre. Lumières éteintes, la ville clignotant. Quelque part, un bus tardif soupirait. Quelque part, des gens étaient choisis pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils fournissent. J'ai pressé le bout de mes doigts contre la vitre froide. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit la vérité la plus dangereuse que je connaisse, cela peut s'arrêter si tu le veux. Peut-être pensez-vous que les fins sont spectaculaires. Une porte claquée, une valise. Parfois, elles sont plus petites. Parfois, ce sont un double de clés sur un comptoir de cuisine et une femme qui décide d'arrêter de s'excuser d'avoir besoin de respect. Avant que le sommeil ne m'emporte, j'ai envoyé un texto à Étienne, on peut parler demain. J'ai besoin de tout remettre à zéro. Il a envoyé un cœur. Pas de questions, pas d'exigence.
le contraire de ma famille. J'ai posé le téléphone face contre table, retenu mon souffle, attendu que la panique vienne me chercher. Elle n'est pas venue. Seulement la sensation d'une pièce, enfin à la bonne taille. Au matin, je compterai tout. À midi, j'écrirai. Le soir, ma famille découvrirait ce qui arrive quand les fondations apprennent à s'en aller. Mais à cet instant, entre la nuit et le jour, la peur et la décision, je me suis laissé devenir le calme que j'ai toujours donné à tout le monde. Et dans l'immobilité, une promesse s'est formée, nette et sans compromis, cette fois, je ne reviendrai pas. On dit que la famille vous apprend l'amour. La mienne m'a appris les transactions. Avant Noël, avant ce toast, avant que la clé ne heurte le comptoir, il y a eu des années calmes et prévisibles où j'étais leur filet de sécurité. Ça a commencé modestly, toujours avec une histoire qui semblait urgente. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé de l'université, vivant dans un appartement de la taille d'une boîte à chaussures avec du papier peint qui se décollait et des rêves plus grands que les taches au plafond. Je venais de décrocher mon premier emploi en développement de logiciels, gagnant moins de 2700 € par mois, quand papa a appelé un soir. « Vio », a-t-il dit, utilisant le surnom qu'il ne sortait que lorsqu'il voulait quelque chose. « La voiture est en panne. Ta sœur en a besoin pour le travail. Tu pourrais nous aider ?» Je me souviens d'avoir regardé les nouilles instantanées dans mon bol, calculant silencieusement. Olivia n'avait pas de vrai travail à l'époque, juste un stage non rémunéré dans un blog de style de vie où sa plus grande tâche était de choisir des filtres Instagram et d'assister à des brunchs de marque. Pourtant, j'ai viré 350 €. Ce n'était pas pour l'argent, c'était pour la paix. La fois suivante, c'était Théo. Il a appelé en pleurant. « Vio, mes frais de scolarité sont en retard. » Maman panique. Ils disent que je vais être renvoyé de mes cours. Il avait déjà raté 2 semestres. J'ai transféré 250 € avant même de pouvoir réfléchir. Je me suis dit, c'est juste temporaire. Une fois qu'ils seront stables, ça s'arrêtera. Mais ça ne s'est jamais arrêté. C'est devenu une mémoire musculaire, le réflexe de réparer, de fournir, de protéger l'image d'une famille qui semblait aimante de l'extérieur. Chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, je voyais leurs empreintes digitales, et je les laissais faire parce que je voulais croire que la famille signifiait la réciprocité, pas la réquisition. Quand j'ai eu ma première promotion à 25 ans, Olivia a publié un message à ce sujet sur Facebook comme si c'était la sienne. Ma sœur déchire. Tournée à ses frais pour toujours. Tout le monde a ri. Elle ne plaisantait pas. Cette année-là, elle a emménagé dans un appartement de luxe en centre-ville et, sans me le demander, m'a inscrite comme sa garante. Je l'ai découvert quand un avis de recouvrement est arrivé dans ma boîte aux lettres 6 mois plus tard. Je l'ai confrontée en personne devant un café. « Tu as utilisé mon nom ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé en clignant des yeux, sirotant son latte glacé. « Détends-toi. Tu as un excellent crédit. J'avais besoin d'un plan de secours. » C'est de la fraude, Olivia. C'est la famille, a-t-elle rétorqué, puis elle a souri comme si elle venait de jouer une carte astucieuse. J'ai payé son loyer en retard en silence pour protéger mon crédit. Je n'ai rien dit à personne, même pas quand elle a commencé à me transférer sa facture de téléphone chaque mois avec seulement un emoji pouce levé. Maman et papa n'étaient pas mieux. Ils utilisaient la politesse comme camouflage. Ils m'invitaient à dîner, puis mentionnaient de petits problèmes comme le chauffe-eau, le jardinier, ou ce stupide problème de facturation Internet. Pas parce qu'on ne peut pas se le permettre, ajoutait rapidement maman. Juste une confusion. Je sortais mon téléphone, ouvrais l'application et réglais le problème à chaque fois. Un soir, Étienne m'a surprise en train de le faire. Nous étions sur mon canapé en plein film quand une notification est apparue, virement effectué, 210 €. Il a coupé le son de la télévision. Encore ? J'ai haussé les épaules. C'est juste plus facile que de se disputer. Il m'a regardé fixement pendant une longue seconde. Tu sais, l'amour ne se mesure pas à la quantité de choses que tu couvres pour les gens, n'est-ce pas ? J'ai souri faiblement. Dans ma famille, si, un peu. Il a soupiré, s'est frotté le front, puis a dit quelque chose qui m'est resté. Tu penses qu'ils t'aiment parce que tu donnes, mais ils aiment le fait que tu donnes. Je détestais qu'il ait raison parce qu'on m'avait appris à assimiler l'épuisement au devoir. Chaque faveur se transformait en attente, chaque « merci » en un reçu que je n'étais jamais censé encaisser. La situation a empiré quand papa a eu son
petit souci financier. Traduction, il a vidé la ligne de crédit sur valeur domiciliaire et avait besoin d'un prêt relais. J'ai viré 7000 €, puis 2500 autres un mois plus tard. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, il la rendait invisible. Vio, tu es notre histoire à succès, disait papa, son ton assez chaleureux pour cacher la demande. Tu devrais être fier d'aider. C'est ce que fait la famille. J'ai commencé à réaliser que dans ma famille, aider n'était pas de la gentillesse. C'était une monnaie d'échange. Quand j'ai amené Étienne à un dîner de famille pour la première fois, j'étais nerveuse mais pleine d'espoir. Peut-être que me voir avec quelqu'un changerait la façon dont il me traitait. Peut-être qu'il commencerait à me voir comme une personne à part entière. Ils ne l'ont pas fait. À mi-chemin du dessert, Olivia s'est penchée et lui a murmuré, « Tu sais, elle ne sort avec des gens que par culpabilité, n'est-ce pas? Elle a besoin de quelqu'un à réparer pour ne pas avoir à se réparer elle-même. » Étienne ne me l'a pas dit tout de suite. Il a attendu que nous soyons en voiture pour rentrer. Ses mains étaient crispées sur le volant. « Ta sœur a dit quelque chose de bizarre ce soir. » J'ai ri, essayant de balayer ça d'un revers de main, mais il me l'a dit quand même. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Elle a dit quoi? Elle souriait tout le temps, a-t-il dit doucement, comme si elle pensait que c'était une blague. Cette nuit-là, j'ai envoyé un texto à Olivia, ne lui parle plus jamais. Elle a répondu avec un emoji qui rit et a dit, détends-toi. Il s'est apprécié une blague. 2 semaines plus tard, Étienne a rompu. Il a dit que je portais un poids familial trop lourd. Il a dit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec un système qui me vidait quotidiennement. Je ne l'ai pas supplié de rester. Je comprenais, car la vérité est qu'à ce moment-là, je disparaissais déjà. Petit à petit, facture par facture, excuse par excuse. Chaque mois, je leur donnais plus que de l'argent, je leur donnais des morceaux de ma tranquillité d'esprit. Et pourtant, ils trouvaient des moyens de me faire sentir que je n'en avais pas fait assez. Maman a dit un jour lors d'un appel téléphonique, « Tu as toujours été si indépendante, Vio, si facile à vivre. » Ce qu'elle voulait dire, c'était, « Tu es facile à ignorer. » Parfois, je restais éveillé la nuit, fixant le ventilateur au plafond, me demandant si l'amour devait ressembler à des intérêts qui s'accumulent. Si donner tellement qu'il ne vous reste plus rien n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? La réponse n'est pas venue cette nuit-là, ni la suivante. Mais le silence commençait à sonner différemment. Moins comme de la solitude, plus comme un avertissement. Et quelque part au fond de moi, une voix silencieuse a commencé à murmurer une phrase que je n'étais pas encore prête à entendre, ce n'est pas une famille. C'est une dette avec de bonnes manières. Au moment où le printemps est arrivé, je fonctionnais en pilote automatique, le genre d'épuisement dont on ne peut pas se remettre en dormant parce qu'il vit sous votre peau. J'envoyais toujours des paiements, j'acquiesçais toujours lors d'appels téléphoniques teintés de culpabilité, je prétendais toujours qu'il était normal d'être traité comme une ligne de découvert avec un pouls. Puis est venue la maison. Mes parents avaient pris du retard sur leur prêt sur valeur domiciliaire. Papa m'a appelé un mercredi soir, aussi joyeux que d'habitude. Violette, ma chérie. Petit souci. Les banques font des histoires. Tu sais comment elles sont. Je tapais un courriel quand il l'a dit, sur le ton désinvolte de quelqu'un qui demande du sel, pas le salut. Combien, ai-je demandé sèchement. Oh, rien de grave. Juste 10 000 €. On te remboursera le mois prochain. Il l'a dit comme un scénario qu'il avait déjà joué. J'ai transféré l'argent le soir même. Sans question, sans délai, car si je ne le faisais pas, je passerais la semaine suivante à suffoquer sous leurs messages, on est tellement inquiet. Je n'ai rien dit à Étienne. Il avait arrêté de me poser des questions sur les finances de ma famille. Nous savions tous les deux que la conversation se terminait de la même manière à chaque fois, avec moi qui les défendais. Mais 3 semaines plus tard, en parcourant les réseaux sociaux pendant ma pause déjeuner, je l'ai vu. Une photo de mes parents sur le pont d'un bateau de croisière. Chapeau de soleil assorti, pina colada, enfin relax. J'ai figé. Mes collègues riaient de quelque chose à la table voisine pendant que mon estomac se nouait. J'ai relu la légende 4 fois, en espérant l'avoir imaginée. Cette nuit-là, j'ai appelé papa. Je pensais que vous aviez besoin de cet argent pour la maison, ai-je dit prudemment. Il a gloussé. Oh, oui. Mais une fois que tu t'en es occupé, on s'est dit qu'on méritait une pause. Méritait. Ce mot a atterri comme une gifle.
J'ai fixé mon téléphone longtemps après la fin de l'appel, chaque cellule de mon corps bourdonnant de quelque chose que je ne reconnaissais pas encore comme de la rage. Plus tard cette semaine-là, j'ai vérifié mon dossier de crédit, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois parce que je ne voulais pas voir ce que je soupçonnais déjà. Et c'était là. Une carte de magasin à mon nom, ouverte par Théo. Un prêt médical de 13 500 €, avec mon nom comme garant. La signature d'Olivia juste à côté de la mienne, falsifiée si parfaitement que mon estomac s'est tordu. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vue se brouille. Comment affronte-t-on la trahison quand elle est emballée dans du papier cadeau familial? J'ai d'abord appelé Olivia. As-tu ouvert un prêt médical en utilisant mon nom? Elle a ri. Oh mon Dieu, Vio, calme-toi. C'était pour mon opération. Quelle opération? Esthétique, a-t-elle dit sur la défensive. Mais j'en avais besoin. En plus, tu gagnes 3 fois ce que je gagne. Ce n'est pas la question, ai-je dit, ma voix se brisant d'une manière qui m'a surprise moi-même. C'est toujours une question d'argent avec toi, a-t-elle lancé. Tu es obsédé. J'ai raccroché. Pour la première fois, je n'ai pas appelé maman pour servir de médiatrice. Je n'ai pas envoyé de texto à Théo. Je suis juste restée assise, seule dans mon appartement, avec le poids d'une décennie pesant sur ma poitrine. L'écran de mon ordinateur portable brillait avec un rappel par courriel de ma banque, alerte nouveau compte. On m'avait élevé en me faisant croire que le silence était de l'amour, que la loyauté signifiait ravaler sa peine et appeler ça de la patience. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé que le silence m'avait transformé en complice. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et l'ai intitulée « Paiements familiaux ». Chaque transaction dont je pouvais me souvenir, chaque urgence, chaque faveur, je les ai toutes consignées, paiement de loyer, transfert de frais de scolarité, facture de téléphone, carte de crédit, service public, ce mystérieux prêt médical. Le total grimpait comme un lever de soleil, 9 000 €, 40 000 €, 85 000 €. Au moment où il a dépassé les 90 000 €, j'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Je me suis penché en arrière, le curseur clignotant comme un pouls. Chaque chiffre était une histoire que je n'avais jamais racontée, une limite que je n'avais jamais défendue. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai ajouté une ligne, croisière, 10 000 €. Coût du remboursement du prêt, confiance. L'ironie ne me piquait même plus. Elle ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. J'étais leur infrastructure. Cette nuit-là, j'ai essayé de dormir mais je n'ai pas pu. L'appartement semblait trop calme, comme si l'air lui-même retenait son souffle. À 2 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Ma chérie, nous sommes de retour. Le voyage était incroyable. Je t'ai ramené un aimant. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Pas d'excuses, pas de gratitude, juste un souvenir acheté avec l'argent que j'avais sacrifié. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai murmuré à personne, ils n'arrêteront jamais. Et pour la première fois, cette pensée ne m'a pas rendu triste. Elle m'a rendu certaine. Je me suis levé, j'ai ouvert la même feuille de calcul et je l'ai enregistrée sous le nom de « reçu ». Parce que si ma famille voulait traiter ma générosité comme une transaction, alors j'étais enfin prête à leur montrer la facture. Une prémonition m'a traversé l'esprit. Chaque personne silencieuse atteint finalement un point où le silence n'est pas la paix. C'est une preuve. Et j'en avais assez d'être leur preuve d'amour inconditionnel. J'étais sur le point de devenir la preuve des conséquences. Le lendemain matin de Noël, je me suis réveillé avant le soleil, de ce genre de réveil matinal où le monde n'a pas encore décidé qui il va blesser. Mon appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et de la faible lueur de mon ordinateur portable qui attendait sur le comptoir. Je n'avais pas dormi. Je n'avais même pas essayé. Toute la nuit, j'ai rejoué la voix de mon père, ce n'était pas toi. C'était ton argent. C'est drôle comme la vérité fait moins mal que la répétition. J'ai fait du café. Je ne l'ai pas bu. J'ai ouvert la feuille de calcul intitulée « Reçu ». Ligne après ligne me fixait, 10 ans de transactions déguisées en amour. J'ai commencé à trier, étiqueter, coder par couleur par membre de la famille. À midi, cela ne ressemblait plus à un budget. Cela ressemblait à une confession. Service public, frais de scolarité, facture de téléphone, courses, renflouement de loyer, prêts médicaux, réparation de voitures, même le botox qu'Olivia jurait être une procédure.
Quand j'ai fait le total, j'ai ri de ce rire sec et absurde qui sonne comme s'il se brisait en sortant. Voilà ce qu'il en coûte de maintenir ma famille fonctionnelle. Ou peut-être, de les maintenir à l'aise pendant que je m'effondrais. J'ai ouvert notre conversation de groupe familial. Le dernier message était d'Olivia, le dîner était incroyable. Je vous aime tous. J'en ai tapé un nouveau. Objet, puisque nous sommes honnêtes. Puis j'ai joint les captures d'écran. Chaque transaction, chaque virement, chaque faveur, chacun étiqueté par nom et date. Olivia, 8 mois de loyer plus 13 500 € de prêt médical. Théo, frais de scolarité, dette de carte de crédit, investissement commercial. Maman, carte des Galeries Lafayette, courses, service public. Papa, prêt sur valeur domiciliaire, réparation de voiture, croisière. Et en bas, j'ai écrit, vous dites que mon argent a rendu cette famille possible. Vous avez raison. Mais voici ce que vous avez oublié, chaque euro venait de moi, et à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. J'ai appuyé sur envoyer. C'était presque cinématographique, le calme avant la tempête numérique. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer comme un insecte piégé. Olivia, waouh. Belle façon d'humilier tout le monde. Tu ne pouvais pas nous parler comme une adulte. Théo, c'est insensé. Tu agis comme une étrangère. Maman, Violette, s'il te plaît, appelle-moi. Ton père est contrarié. Papa, tu te crois meilleur que nous? N'oublie pas d'où tu viens. J'ai regardé l'écran, impassible. J'avais passé des années à rechercher leur approbation, à m'expliquer, à tout adoucir. Pas aujourd'hui. J'ai retourné mon téléphone, me suis versé une autre tasse de café intacte, et j'ai attendu. 6 heures plus tard, je l'ai retourné. Plus de messages. Des dizaines. Le rythme de la manipulation était familier, contrôle, culpabilité, manque de respect, répétition. Et pile à l'heure, l'appel de groupe familial est arrivé. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis une autre notification a clignoté, la demande FaceTime d'Olivia. J'ai répondu, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais enfin prête. Son visage a rempli l'écran, rouge, strié de larmes, furieux. Tu nous as pris par surprise. Tu aurais pu nous parler en privé. J'ai laissé échapper un petit rire, le genre qui n'est pas de la joie, juste un soulagement. Olivia, ça fait 10 ans que je te parle. Tu ne m'entends que quand je paie. Elle a ricané. Tu vas juste nous ignorer complètement? Laisser maman et papa se débattre? Tu sais que la santé de papa n'est pas bonne. Tu veux avoir ça sur la conscience. La voilà. L'atout maître. La culpabilité. Leur plus vieille arme. Je n'ai pas bronché. La santé de papa ne l'a pas empêché de boire des margaritas sur une croisière tout en me disant que la maison était en crise. Elle s'est figée. Sa lèvre a tremblé, mais ses yeux se sont durcis. Tu as changé. J'ai souri. Enfin. Puis je me suis penché plus près de la caméra. Tu veux de l'honnêteté? La voici, je n'ai jamais été de la famille pour vous. J'étais un financement. Et j'ai raccroché. Pendant longtemps, je suis restée assise, le téléphone silencieux sur mes genoux. Le calme ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la ville s'estomper dans le crépuscule, les lumières s'allumant comme de minuscules actes de rébellion. J'ai pensé à toute l'énergie que j'avais dépensée à être indispensable pour des gens qui ne me défendraient même pas à une table de dîner. Chaque acte de générosité s'était transformé en preuve contre moi, la preuve que je pouvais l'encaisser, que je ne dirais jamais non. Mais j'avais dit non. Enfin. Un coup sec à la porte m'a surprise. Mon téléphone a de nouveau vibré. Les messages continuaient d'arriver. Maman, tu es en train de détruire cette famille. Théo, tu te prends pour une sainte? Tu es amère. Olivia, la tension de papa est montée. J'espère que tu es contente. J'ai éteint le téléphone. Le silence qui a suivi n'était pas de la culpabilité. C'était la liberté avec un nouveau nom. Dehors, la ville bourdonnait. Pour une fois, rien ne me demandait quoi que ce soit. J'ai versé le café froid, rincé la tasse et murmuré à la pièce vide, vous survivrez sans moi. Vous n'apprécierez juste pas ça. Puis j'ai expiré, lentement et régulièrement, et pour la première fois de ma vie d'adulte,
je ne me sentais pas comme un accessoire au confort de quelqu'un d'autre. Je me sentais comme une femme debout dans les décombres d'une maison qu'elle avait l'habitude de construire, réalisant que ce n'était pas son travail de la reconstruire. Le premier matin après avoir coupé les ponts, le monde semblait étrangement calme. Pas de téléphone qui vibre, pas de texto d'urgence, pas de messages vocaux, Violette, tu peux juste. Je me suis réveillé en m'attendant à la panique, ce geste réflexe vers mon téléphone pour m'assurer que personne ne se noyait dans une facture que j'avais oublié de payer. Mais il n'y avait rien. Juste la lumière du soleil qui filtrait à travers les stores, se répandant sur le sol comme la preuve que la vie continue quand on arrête d'être responsable de tout le monde. J'ai préparé le petit déjeuner pour une personne, du pain grillé, du café noir, le silence. C'était le genre de silence qui me faisait peur autrefois. Maintenant, il sonnait comme la paix dans une nouvelle langue. Le deuxième jour, mon cerveau a essayé de combler le vide avec de vieilles habitudes. J'ai vérifié mes courriels 2 fois, puis 3, attendant quelque chose à régler. Il n'y avait rien, alors je suis allé me promener. Les rues étaient encore humides de pluie. Les gens se dépêchaient avec leurs propres problèmes, des étrangers que je n'avais pas à sauver. J'ai réalisé à quel point mon monde était devenu petit, orbitant uniquement autour de crises qui n'étaient pas les miennes. Puis est arrivé le 3e jour. C'est là que le silence s'est rompu. Maman a appelé 2 fois, puis 3 fois. Je n'ai pas répondu. Olivia a envoyé un texto, tu as fait passer ton message. On peut parler maintenant? Je n'ai pas répondu. Le 4e jour, ma tante Carole, qui ne m'avait pas envoyé de texto depuis 2018 quand j'avais oublié d'apporter du vin à son anniversaire, m'a envoyé une note vocale. On est tous inquiets, ma chérie. On n'abandonne pas sa famille comme ça. La tension de ton père est de nouveau montée. Olivia dit que tu as été cruel. Ça ne te ressemble pas, sauf que si. Ça me ressemblait exactement. Le moi qu'ils n'avaient jamais pris la peine de rencontrer parce qu'ils étaient trop occupés à encaisser ma gentillesse. J'ai supprimé le message et je suis retourné à mon café. Cet après-midi-là, j'ai ouvert Facebook par curiosité morbide. Et c'était là, la publication de Théo. Vague, mais venimeuse. Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleurs que le sang. Ce n'est pas le cas. Ça les rend juste plus froides. Famille trahison amère, Olivia a aimé. Maman a commenté 3 émojis de cœur brisé. En quelques heures, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont commencé à m'envoyer des messages. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vraiment coupé les ponts avec eux. Le défilé de la pitié numérique avait commencé. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je suis juste resté là à faire défiler des années de vieilles publications, anniversaires, dîners, photos souriantes qui ressemblaient à l'appartenance. Chaque souvenir était un mensonge encadré par un bon éclairage. Le 5e jour, j'ai fait un petit sac de voyage. Une amie, Léna, m'avait offert son chalet il y a des mois, en disant « Tu as besoin d'un air qui soit à toi ». À l'époque, j'avais ri et dit que je n'avais pas le temps. Maintenant, j'en avais. Le trajet a duré 4 heures, assez longtemps pour sentir la ville se dissoudre derrière moi. J'ai éteint mon téléphone à mi-chemin. Pas de vibration, pas de culpabilité, juste le son des pneus sur la chaussée mouillée et une femme qui réapprenait le poids de son propre silence. Le chalet dans les Alpes était petit mais parfait. Une chambre, un poêle à bois, et un lac qui ressemblait à du verre. Je me suis tenu au bord du quai, le vent se faufilant dans mes cheveux, et j'ai murmuré, tu l'as fait. Pendant 3 jours, je suis resté hors ligne. Pas de message, pas de bruit, pas de dette déguisée en amour. J'ai dormi, mangé quand j'avais faim, et écrit dans un carnet que je n'avais pas ouvert depuis des années. Le 4e jour, j'ai rallumé mon téléphone. 98 messages, 17 messages vocaux. Maman, ton père est embarrassé. Tout le monde en parle. Olivia, tu as gagné. Tu nous as brisés. Théo, maman dit que l'hypothèque a été refusée. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, le silence à nouveau. C'est là que j'ai compris. Ils ne me perdaient pas moi. Ils perdaient la structure que j'avais construite autour d'eux, l'échafaudage invisible qui avait tout maintenu debout. Je n'étais pas le fardeau. J'étais les fondations. Sans moi, les fissures apparaissaient. J'ai regardé les messages, chacun un minuscule monument à combien ils dépendaient de moi pour maintenir leur chaos fonctionnel. Je n'ai pas répondu, non pas par colère,
mais parce que j'ai enfin compris quelque chose, si vous éteignez toujours le feu, ils n'apprendront jamais que ça brûle. La deuxième semaine, le bruit est devenu désespéré. Maman a commencé à appeler depuis de nouveaux numéros. Olivia a envoyé des factures en souffrance avec des légendes comme « Ça ne te dérange vraiment pas de nous regarder galérer ?» Théo a envoyé un texto « J'appelle un avocat ». J'ai souri, j'ai tout transféré au mien, et je me suis versé un autre café. La liberté n'arrive pas toujours au son des trompettes. Parfois, elle arrive avec des numéros bloqués et des matins calmes. Ce dimanche-là, j'ai supprimé la conversation de groupe familial, non pas par dépit, mais par paix. Voir le nom disparaître, c'était comme supprimer une infection que j'avais prise pour de l'amour. Plus tard cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais de nouveau dans le salon de mes parents. La table était mise, la bûche intacte, le double des clés brillant toujours sur le comptoir. Mais cette fois, quand ils ont levé leur verre, je n'étais pas là. Et je me suis réveillé en souriant. Parce que finalement, après des années à soutenir la maison qui ne m'a jamais abrité, j'avais appris la vérité. On n'est pas obligé de se brûler pour réchauffer les autres. C'est arrivé 2 semaines plus tard. Un coup à la porte de mon appartement. Lent, délibéré, et bien trop familier. Je n'ai pas eu besoin de regarder par le Judas pour savoir. Quand j'ai ouvert, papa était là. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte, moins comme l'homme qui remplissait une pièce, plus comme quelqu'un qui avait perdu son scénario. Ses épaules étaient affaissées, son manteau d'hiver déboutonné. « On peut parler ?» a-t-il demandé. Je me suis écarté, principalement par instinct, puis je l'ai regretté. Ses yeux ont balayé l'appartement, cataloguant la vie que j'avais construite sans eux. Des comptoirs propres, pas de bruit, pas de lettres de dette scotchées au réfrigérateur. Il s'est assis sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux. « Tu nous as embarrassés, Violette. » J'ai failli rire. « Non, » ai-je dit doucement. J'ai documenté les faits. Il a levé les yeux brusquement, comme si j'avais parlé une autre langue. « Tu te prends pour une héroïne ? » Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de me porter volontaire pour un rôle que vous n'arrêtiez pas de réécrire. Pendant un moment, il n'a rien dit. Puis il a soupiré, le son d'une vieille autorité qui se dégonfle. Ta mère pleure tous les soirs. Elle a déjà pleuré avant, ai-je dit doucement. Habituellement après m'avoir traité d'ingrate. Il a tressailli comme si je l'avais frappé, mais je suis resté calme. J'avais passé une vie à répéter ce moment sans le savoir. Tu nous as fait passer pour des méchants, a-t-il dit finalement. Les gens parlent. Bien, ai-je répondu. Peut-être qu'ils arrêteront de me demander de l'argent, eux aussi. Il s'est levé, les yeux de nouveau durs. Tu te crois meilleur que ta famille. Non, ai-je dit. Juste enfin meilleur pour moi-même. Cela l'a arrêté. Nous sommes restés là, 2 personnes liées par le sang, mais séparées par la vérité. Il voulait que je m'effondre, que je m'excuse, que je comble le trou que mon absence avait laissé. Mais je n'ai pas bougé. Après un long silence, il a marmonné, tu le regretteras un jour. J'ai ouvert la porte plus grand. Alors au moins, le regret sera le mien. Il est parti sans un au revoir. Quand la porte s'est refermée, l'appartement était de nouveau silencieux, le genre de silence qui faisait mal autrefois, mais cette fois, il ressemblait à de l'oxygène. Noël est venu et reparti. Je ne leur ai pas rendu visite. Leurs réseaux sociaux les montraient souriant dans un chalet loué, essayant trop fort de paraître entiers. Je l'ai vu à travers les partages de parents communs, des rires forcés. La bûche que j'avais achetée l'année précédente était toujours sur la table. Je n'ai rien ressenti. Le réveillon du Nouvel An, j'ai porté un toast avec des amis Léna, quelques collègues, des gens qui ne voulaient rien de moi sauf ma compagnie. Le compte à rebours a atteint 0. Et quand les feux d'artifice ont éclaté dans le ciel, je n'ai pas fait de vœux. Je l'avais déjà obtenu, la paix. Des mois plus tard, un courriel d'Olivia est apparu. Objet, dette. À l'intérieur se trouvait une feuille de calcul, une imitation pathétique de la mienne, avec un seul mot en haut, désolé. Ce n'était pas des excuses. C'était une assurance, un subtil, tu vois, je l'ai admis, transactionnel, le genre de demi-remords que les gens fabriquent quand ils ont besoin de quelque chose. Je l'ai regardé, j'ai souri faiblement, puis je l'ai supprimé. Parce que tout cela n'a jamais été une question de remboursement. C'était une question de libération.
J'avais passé toute ma vie à définir l'amour comme de l'endurance, comme le fait de tout maintenir ensemble peu importe ce qu'il en coûtait. Mais l'amour, j'étais en train de l'apprendre, n'est pas censé ressembler à de la servitude. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un retrait, une extraction, le choix de la paix plutôt que de la performance. La famille, j'ai réalisé, ce n'est pas le sang. C'est le respect mutuel. Ce sont les gens qui ne mesurent pas votre valeur en facture ou en silence. Parfois, tard le soir, j'imagine cette maison. La même cuisine, le même comptoir, le même granit où j'ai laissé ce double de clés. J'imagine maman l'essuyant, prétendant qu'il a disparu, le gardant peut-être dans un tiroir au cas où je changerais d'avis. Mais je ne le ferai pas, parce que cette clé ne m'appartient plus. Elle appartient à celle que j'étais, la femme qui croyait que l'amour pouvait être gagné en se surpassant. Maintenant, je verrouille ma propre porte. Je choisis qui entre. Et chaque fois que je le fais, je murmure une prière silencieuse de gratitude à la femme qui a finalement laissé la clé derrière elle. Pour la première fois, je ne maintiens plus la famille unie. Je me maintiens moi-même.